C'est parti, messieurs, dames, pour cette nouvelle émission du Guest Hebdo. Cette semaine, j'ai un invité de marque, pas n'importe qui. J'ai avec moi Smartmo. Comment tu vas, Smartmo, aujourd'hui? Let's go, GM à toi et toute l'équipe. Bah, écoute, ça va bien, ça va plutôt bien dans un environnement quand même parfois un peu chaotique en ce moment. Donc je pense que ça va être un petit peu le sujet de l'épisode du jour. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Et toi, mon petit aigri, comment ça va? Eh ben, écoute, moi, ça va très très bien. Tac, je suis Le marché recruté te comme rend quoi. aigri quand même, somme toute. En vrai, le marché là, il est un petit peu. On en parlait en off justement pour préparer un petit peu ce stream. On est vraiment. Déjà, quand on a fait notre émission la semaine dernière sur Wen, on était vraiment en mode c'est vraiment entre deux mondes. Et je crois de plus en plus qu'on s'en va vers un mauvais monde et qui ne me plaît pas du tout. On va pouvoir regarder pas mal de data ensemble aujourd'hui. Je pense que ça va être essentiel pour se donner un petit peu les deux scénarios qu'on peut imaginer maintenant, et surtout qu'on a eu les dernières datas économiques, on a eu l'inflation, on a eu les derniers chiffres du chômage, etc. Donc on va pouvoir discuter de tout ça. Euh, ça va être intéressant parce que là, pour les gens qui, peut-être, alors les gens qui me connaissent savent que je suis très branché macro, et toi aussi, Mo, je vais y revenir dessus. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas deux trucs à regarder. Enfin, le seul truc à regarder, c'est vraiment la macro. Parce que là, on est vraiment typiquement dans. Disons que on continue un petit peu à avoir des mauvaises news et on peut vraiment avoir un marché qui est vraiment, vraiment catastrophique. Et à l'inverse, si on a des bonnes news qui commencent à s'enchaîner, etc., des vrais catalyseurs, ça pourrait partir dans l'autre sens. Mais actuellement, j'avoue que c'est vachement compliqué. Je sais pas, c'est quoi ton avis, toi, Mo, là, dans l'immédiat? Bah, on commence à sentir vraiment une nervosité de la part du marché. On a un Trump aussi qui est super volatile. Donc en fait, on était dans un cadre où avant on avait Biden, certes, on nous disait ce que vous voulez du bonhomme, mais au moins l'économie filait correctement. Là, tous les 4 matins, faut reprocesser toutes les informations qui arrivent. Nouvelles taxes, nouveaux tarifs, machin. Déjà ça d'un côté, donc forcément ça a le côté à faire virevolter un petit peu les marchés. Et il faut le coupler à l'outlook macro qu'on tirait en fait il y a quelques semaines de ça, et dans lequel de base on était de l'avis que ça nous laissait éventuellement une fenêtre de tir, mais on soulignait l'importance de regarder quand même à quel point, si tu regardes les indicateurs un peu avancés, ou tu vas chercher un peu plus loin que les datas de la Fed sous la surface, à quel point l'économie américaine se dégrade en fait Hmm. en parallèle. Et là maintenant, on a le combo de ces deux trucs-là qui sont en train en fait de surgir de manière quasi médiatique, si tu veux. Il y a un mois ou quelques, je parlais justement du fait que la désinflation arrivait et que nous allait Hmm. peut-être nous guider même en déflation, qui allait forcément nous guider vers une récession, mais je pensais vraiment, même si je ne me suis pas aventuré sur le timing, je pensais vraiment qu'on avait encore du temps, que ça allait potentiellement matcher avec le côté rebond du BTC et qu'on puisse en fait résumer une nouvelle jambe haussière. Là, je suis un peu plus craintif que le marché en fait s'absorbe lui-même de ses propres peurs et les amplifie en fait. Mm. Absolument, et on va revenir dessus. Juste avant de commencer, si jamais vous ne connaissez pas Smartmo, cofondateur du média Wen, les bons copains de chez Wen TV, si jamais vous n'êtes pas abonné à Smartmo, bien sûr, je vous invite à le faire parce que c'est quelqu'un qui est très orienté macro et quelqu'un qui y passe du temps de la même manière que je peux le faire. Et bien sûr, Wen TV également, je vous invite à les suivre. Il y a toujours plein d'émissions qui sont là toutes les semaines. Il y a quoi? Il y a les émissions macro, il y a les AMA, il y a les morning live, il y a les market review, il y a de l'analyse Ouais. technique, enfin, il y a vraiment tout. Vous faites vraiment du très très bon travail et je vous salue parce que ne serait-ce que 2-3 streams par semaine, c'est déjà chiant à monitorer. Alors en faire autant avec autant de personnes, félicitations les gars. Et il y a plein d'émissions qui sont vraiment très très cool. Bah merci beaucoup. Et ouais, effectivement, hein, c'est l'idée, c'est de regrouper des intervenants qui avaient différentes spécificités. Donc Beauty et Bifresh qui vont plus souvent être du côté Fonda, on-chain, ce genre de choses. Moi qui a tendance à virer un peu plus vers la macro et le technique. Et en fait, nous-mêmes, après, on essaie de faire passer des personnes qui correspondent un petit peu au type de contenu qu'on produit et où on peut élaborer sur toutes ces thèses. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant parce que depuis qu'on est sur Wen, c'est vrai que le côté plus, c'est les belles rencontres et tu en fais partie. Ça fait très, très plaisir de te retrouver d'ailleurs chez toi, à la maison, chez Decrypted, À la avec maison. vous, l'équipe, pour faire le point aussi un petit peu macro de ce côté-là, quoi.
Eh bien, en parlant de macro, je vais commencer en introduisant avec les derniers chiffres. J'ai pas eu le temps de les, enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps de les commenter, mais c'est plutôt que l'analyse que j'ai envie de faire des derniers chiffres, elle est beaucoup plus longue que simplement dire l'inflation baisse, machin, etc. Et typiquement, cette émission, elle va aussi servir à un petit peu préparer le terrain dans ce que je vais raconter sur ces chiffres, parce que qu'est-ce qu'on a eu? On a eu hier les chiffres de l'inflation, donc une inflation qui continue sa course, enfin, qui a repris sa course vers le bas d'une manière un peu plus rapide que ce que le marché avait anticipé. Cependant, et je vais insister sur le côté cependant, on n'a pas eu des réactions qui sont extrêmement positives. On va y revenir ensemble le mot. Un CPI à 2,8, un core CPI à 3,1 contre 3,2 et 2,9. Aujourd'hui, on a eu un petit peu... alors attends, du coup, c'est un petit peu moins de chômeurs. Oui, c'est ça. Ouais. Un petit peu moins de chômeurs. Pareil de ce côté-là. Et un PPI, donc l'indice des producteurs, cette fois, pas des consommateurs, qui a aussi chuté, ce qui montre qu'on a vraiment une désinflation qui s'agrandit dans tous les pans de l'économie. Maintenant, pourquoi est-ce que on n'a pas de réaction sur le SP500, etc., etc. Et je pense qu'à partir de là, on doit vraiment prendre. Jusqu'à maintenant, j'étais plutôt positif. Quand je parlais de macro, j'étais en mode, ok, on va. Tu en parlais très bien. Alors, je sais pas si c'était off stream ou en tout début stream, où on disait justement qu'on allait vers la désinflation, qu'on allait avoir des chiffres plus positifs, qu'on irait sûrement vers des baisses de taux, etc. Ce qu'on voit par contre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le SP500 n'apprécie pas ces chiffres. Je vous montre les bougies daily, hein, aucune réaction spécialement positive. On est même parti à la baisse. Si je prends les contrats futurs, on voit qu'on a été plutôt à la baisse, hein. Les mèches qui sont là et là, c'est les mèches des annonces. Donc on voit qu'on n'est pas ultra satisfait de ce qu'on voit. Et justement, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les chiffres qu'on attendait et qui sont fondamentalement sympas, on va vers la désinflation, etc., ils indiquent quelque chose de un petit peu plus grave, c'est-à-dire que potentiellement que les marchés en fait se sont fait peur. On parlait de la crainte de la récession, j'en avais parlé justement récemment, d'une crainte de la récession. Est-ce que c'était légitime de penser que les États-Unis entraient en récession ou pas? Est-ce qu'il fallait s'en inquiéter? Et jusqu'au début du mois, en fait, on avait des arguments pour dire que c'était pas dramatique. Voilà, je vous avais présenté justement le fait que le marché avait peur, que l'inflation était en train de diminuer. Mais par contre, il y a un excellent post de Kobayashi, je sais pas si tu l'as vu. Moi, je sais que Kobayashi, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Alors, il y a à boire et à manger, Ouais, hein, il n'y a pas clairement. tout Par contre, il qui y est. a 150 posts par jour. Ouais, voilà. Donc, Il y a des trucs qui sont intéressants et d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais aujourd'hui, j'ai donc vu ça, où en fait, ce qu'ils disent, c'est que Trump, il est en mode, je veux nuke l'inflation, je veux des taux qui baissent pour refinancer ma dette américaine. Et je me fous de savoir de comment vont les marchés d'ici là. S'il y a une récession, c'est pas ma faute, c'est la faute de Biden. On voit ici justement, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, de l'immense dette américaine qui doit être refinancée cette année. Et pour ça, il leur faut des taux qui soient beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement. Actuellement, les taux tournent autour des 4%, et il faut beaucoup, beaucoup moins. Enfin, Trump aimerait qu'on ait beaucoup moins. Euh, et pourtant, on voit quand même que bah, on a aussi le prix du pétrole qui baisse, ce qui devrait être sympa pour la croissance, mais que pourtant on n'a absolument pas de croissance à l'heure actuelle et qu'on s'en va plutôt vers ce qui pourrait s'apparenter à une récession, en tout cas que Trump veut vraiment nuke les marchés de manière généralisée euh, pour pouvoir refinancer sa dette à moindre coût, dire que regardez, c'est Biden qui a causé la récession, etc., etc. Et pour moi, un des indicateurs qui montre le plus ça, c'est, je pense, l'or. Autant l'or, il sniffe quelque chose. Ouais. ouais. En fait, jusqu'à récemment, j'étais en mode, bah, l'or en tant que tel, il montre, on était justement entre deux. Il montrait de la faiblesse, donc ça pouvait à la fois dire que le marché était quand même relativement confiant, le fait que l'or ne soit pas parti sur la Lune, mais le fait qu'un or parte comme ça, faire un ATH sans qu'il y ait vraiment de bad news, et que ce soit juste un empilement de news macro et d'un marché qui a peur, en fait, c'est typiquement
le genre de scénario dans lequel en fait on voit un marché qui a peur. On voit le S&P 500 qui est en dip only, le gold et l'argent qui sont en up only maintenant. Ça montre qu'on va vers des valeurs refuges. Donc tout ça, ça doit être analysé un peu plus en profondeur, mais je pense que le marché est rentré dans une phase un peu autoréalisatrice où on a peur de la récession, on a peur de la récession, euh, Ouais. et on n'est pas loin en train de plonger dedans. Je sais pas un peu c'est quoi ton avis là-dessus, moi. T'as tout dit, c'est un peu le côté prophétie autoréalisatrice. Le problème, c'est qu'un marché, il a besoin d'inertie. Et en fait, si tous les participants de marché, en fait, commencent à s'auto-convaincre aussi de ça, bah, forcément, si tu veux, il y a plus de prudence. Les gens sont moins enclins à l'achat, voire plus à la protection, ce qui alimente aussi encore un petit peu cet effet. Surtout c'est pour ça d'où le terme un petit peu entre deux mondes. C'est que nous, quand on voit un peu les indicateurs avancés, bah, on sait, et moi je le dis souvent, en somme, je suis macro bearish, mais à la base c'était turbo longue, parce que ce cycle, on a eu une macro, si tu veux, qui avait tendance à montrer des choses parfois inquiétantes, mais on arrivait à pumper à la face de ces éléments sans trop de problèmes. Là, Là, ça coince. Là, on commence vraiment à coincer. Mm. On est encore dans ce qu'on appelle une correction acceptable du point de vue du SPX, 10%. Cependant, on n'a pas l'air de vouloir vraiment inverser cette tendance. On est en train de perdre une structure de marché qui est aussi importante. Et quand tu vois le delta de où est-ce qu'il est Powell dans son discours par Mm. rapport à où est-ce qu'on est maintenant et où est-ce qu'on potentiellement on se dirige à horizon 1, 2, 3 mois, Mm. bah, ça me fait avoir aussi beaucoup plus de retenue sur ce scénario il y a encore pas si longtemps, je pensais qu'on avait cette fenêtre de tir. De par ces datas avancées, moi j'avançais aussi des thèses déjà dès fin 2024 que à un moment donné, on allait potentiellement voir de la déflation refaire comment dire, apparition. Quand c'était compliqué à déterminer, mais tout ça pour dire, c'était surtout, en gros, l'inflation, c'est plus une data qui m'inquiète du tout depuis longtemps maintenant, parce qu'on est en tendance baissière. Certes, on a eu des rebonds, on a eu des relents un petit peu de l'inflation, mais là, tu commences à le voir, même les prix aux producteurs, etc. Mm. Que ce soit l'inflation ou la désinflation, c'est une inertie. Il faut que ça passe par toute la chaîne, entre guillemets, pour qu'elle puisse se répercuter d'un côté comme de l'autre. Et donc, je crois qu'on en parlait ensemble, les grilles. Moi, ce que je crains, c'est qu'en fait, Powell, il soit en train de faire une erreur de politique monétaire massive, qu'on va voir en fait se matérialiser à mesure qu'il y a des datas qui nous rattrapent et la réalité du terrain aussi qui est bien là, quoi. Bah tiens, je share mon screen 2 secondes. Ouais, bien sûr, je t'en prie, tu peux J'ai montrer. quelques tweets, je refais pas tout l'intitulé parce que je les avais fait sur des longs épisodes macro en parallèle, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'inflation qui est en train de baisser, c'est pas nouveau. Il y a des raisons à ça. C'est aussi que la demande, elle est en train de s'étouffer. Et elle s'étouffe à cause des taux d'intérêt qu'il y a eu sur les cartes de crédit, sur les maisons, où je revois maintenant des datas un petit peu terribles refaire surface, comme les marchés de l'automobile américain qui, en défaut de paiement, à des niveaux en fait équivalents à ce qu'on avait eu. Ce qu'on n'a pas vu depuis 2009-2010, quoi. Donc une période où effectivement c'était compliqué financièrement. Pour ce qui est des cartes de crédit, bah, c'est pareil, on est en all-time high et pour le coup, forcément, ils ont eu des taux, si tu veux, qui les ont bien travaillés. Donc le retail est en difficulté aujourd'hui, ce qui explique une partie de la désinflation. La demande, en fait, s'étouffe et tu le vois sur des choses un peu tous les jours. Ça, en Europe aussi, on a ce genre de truc. Mais les nombres d'Américains qui prévoient de partir en vacances sur les 6 prochains mois est au plus bas depuis 15 ans. Et il y a 15 ans, pour rappel, c'était la récession, c'était la crise de 2008. Donc on est vraiment dans une économie, si tu veux, qui ralentit. Et en ce sens-là, c'est là où les inquiétudes elles peuvent se poser parce que tu le montrais très très bien sur l'écran tout à l'heure. C'est que là, on a reporté ça en fait hier. On est là pour Jérôme Powell, on est là. Alors que dans la réalité, on est là. Et en fait, les marchés sont déjà dans les craintes de récession, contraction de l'économie et autres. Qu'est-ce qui se passe maintenant au prochain print et encore plus celui d'après, où limite, consécutivement, tu vas perdre presque un point de base par rapport au précédent. C'est un peu la question qui me fait du coup douter du côté, en gros, est-ce que le marché n'est pas déjà en train de pricer ça, tu vois.
Mm. Où là où on pensait avoir encore un petit peu d'avance, et que si tu veux, la manière dont Powell allait reporter ses datas, ça allait nous laisser une certaine souplesse pour Mm. peut-être aller extraire un nouveau mouvement haussier, et auquel cas voir un BTC à 130, quelque chose comme ça, un S&P qui reprend. Le problème, c'est que là, tout est en train de nous tirer par le bas, avec l'or qui, lui, est en train de remonter de l'autre côté. Mm. Mais c'est compliqué. Et ça me donne envie de rebondir sur une question, la question qu'on pose tout le temps. Quand est-ce qu'il y a le quantitative easing, en fait? Mm. Je sais pas si tu le vois passer un petit peu aigri de ton côté. Moi, je vois beaucoup de mecs qui, en De gros, qui ont temps en temps, tendance, ouais. ouais, qui ont tendance à penser que bah, si on part en récession, et moi je suis ouvert à la discussion, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, hein, mais c'est juste que historiquement, il faut regarder un petit peu le contexte. Si on part dans une période difficile où on va aller forcer la main à Jérôme Powell, et ça je pense qu'on n'évitera pas de le faire, on va y aller. Le problème c'est comment il va le faire. Comment il va le faire? Est-ce qu'il va se mettre justement à se dire ah putain c'est chaud, on se fait rattraper par la désinflation et tout, et va falloir accélérer sur les coupures de taux. Et en gros, il va montrer qu'il a fait une erreur, donc potentiellement qu'il n'est pas en contrôle. C'est un message, c'est un signal qui n'est pas le plus positif, hein, à recevoir du marché. Surtout que historiquement, un QE, ça émerge avec un certain set de conditions en fait. C'est que tu es déjà en récession et que le GDP est déjà à la baisse. Ce qui veut dire qu'en l'état, par rapport à où on est maintenant, bah, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être plus, moins, je sais pas, tu vois, mais potentiellement, ça va quand même représenter quelques mois. L'inflation est basse, ça, à la limite, c'est un truc qu'on va pouvoir déjà cocher. On est en crise financière, on n'y est pas pour l'instant, mais rappelle que le 1 peut t'amener le 3, en fait. L'unemployment qui augmente, ça, on va essayer d'y repasser peut-être un petit peu après, mais c'est le cas. En tout cas, Mm. dans le réel, Doge, Elon Musk, et même avant ça, en fait, si tu veux, le marché de l'emploi était un petit peu en difficulté. Et ça, c'est en train d'arriver, et les datas ne sont pas encore pricées. Et surtout, les taux d'intérêt sont bas. Et en fait, les taux d'intérêt à aujourd'hui, Powell, il en a rediscuté il n'y a pas longtemps, il n'a pas bougé, si tu veux, ses attentes qui sont que, pour l'instant, c'est le mois de juin. Mm. Là, il passe la semaine prochaine au FOMC. On va pouvoir discuter un petit peu. Il va pouvoir nous dire un petit peu ce qu'il voit, comment il le vend, etc. Mais et là, pour moi, c'est là où vraiment, en fait, c'est un peu la cartouche de ta dernière chance. Soit on arrive à calmer un peu les marchés d'ici là, soit on risque de s'enfoncer et ça risque de partir pour quelques semaines, mois en plus, parce que ça prend du temps, en fait. Nous, on est sur les marchés, on a envie d'une réponse immédiate, mais le truc, c'est que la Fed, vous le voyez, elle se réunit tous les mois, tout ça, ça prend du temps. Et donc, même si elle commençait à couper en juin, tu passes à 4 points en juin, allez, juillet, mettons, après, tu accélères, tu fais 0,5 tous les mois, mais ça va prendre du temps déjà, Clairement. ne serait-ce que de l'amener à zéro. Alors, je te parle même pas du quantitative easing, où Mm. en réalité, là aussi, c'est une question à se poser, mais il a quelle marge de manœuvre, en fait, Jérôme Powell? Mais Parce qu'il je sort pense d'une que période. je pense que Vas-y, Eric. Powell là, il doit pas être ultra serein parce que en fait, je sais pas à quel point je sais pas à quel point il croit dans ces datas et à quel point est-ce qu'ils ont le nez dans les datas du monde réel. Euh, mais sachant que tu parlais très bien des taux là. Tu vois, typiquement moi c'est quand on prend les taux qui arrivent, hop, quand on prend les taux qui arrivent, moi, je suis abasourdi des prédictions du marché. Et genre, il y a une semaine, on était plutôt en mode, il y a 50% de chances de voir un cut en mai. Et là, on est une semaine après et on est à 25% pour un cut en mai. Alors que, ben, on en parle depuis tout à l'heure, je veux dire, les datas, elles nous montrent quand même qu'on va aller vers une désinflation ultra rapide, qu'on aura potentiellement un chômage qui sera de plus en plus élevé. Donc ça veut dire que si on attend, on en parlait en off, mais typiquement le scénario dans lequel on voit un CPI à 2% au mois donc du coup de avril et un CPI au mois de mai qui sera disons à 1.4, 1.6 dans ces eaux-là, ça veut dire que jusqu'au mois d'avril, on n'a pas de baisse de taux, on n'a aucune marge de manœuvre, et ça veut dire que ce sera une fois qu'on sera au mois de mai que on va pouvoir ajuster les taux, et à mon avis, d'ici le mois de mai, on va vraiment avoir des datas qui vont être dramatiques en termes de déjà d'inflation d'une part, où on va vraiment voir un nuke se produire, et qu'on va voir également peut-être plus de chômage, plus de demandeurs de chômage, etc., etc.
Donc ça veut dire qu'on va arriver dans l'été avec un scénario un peu catastrophe où on va devoir sûrement, en tout cas en théorie, baisser les taux de manière beaucoup plus rapide. Disons par exemple 0,5%. Là pour le moment, le marché se dit que on va baisser de 0,25 au mois de juin. Moi, ça ne me surprendrait pas que le marché dans le mois d'avril se dise qu'on va baisser de 0,75 au mois de juin, tu vois, par exemple. Parce qu'on va vraiment voir un nuke assez terrible. Donc, je, pour le moment, on est vraiment dans le scénario. Là, c'est vraiment un peu le scénario catastrophe, si jamais on n'a aucune reprise sur les marchés. Mais il faut quand même l'avoir en tête. Disons qu'on pourrait vraiment se taper un premier semestre au final qui est catastrophique. Euh, et ne voir que des baisses de taux, disons pour la milieu d'année grand maximum, en fait. Disons que des choses comme ça. Ben, c'est ça. C'est le risque hein, du coup qui est sur la table en ce moment. C'est vraiment le côté. Je veux dire, si nous on le voit depuis nos bureaux ensemble, les grilles, il y a bien d'autres gens, il y a bien d'autres acteurs de marché qui le voient, tu vois. Powell, je pense qu'il est très au courant de ce fait. Enfin, in my opinion, ça m'étonnerait que tu es à la tête de la Fed et tu pas au courant de tout ça. On sait aussi que la Fed a eu tendance à nous montrer des datas qui l'arrangeaient un petit peu tout au long de 2023-2024. Elle a vraiment voulu garder la main, si tu veux, sur ses taux d'intérêt et sur le fait bien de reprendre le contrôle de l'inflation. A priori, c'est chose faite, mais ça se fera peut-être pas sans dégâts. Et c'est ces dégâts qui sont potentiellement en train de nous rattraper et d'être repricés de part et d'autre. Dans l'épisode précédent sur When, on avait parlé des ralentissements des marchés immobiliers. Ça va pas très très bien du tout aux États-Unis à ces niveaux-là. Il y a plein de choses en fait de l'économie réelle qui font qu'il y a une disconnexion, surtout avec les marchés boursiers qui ces 2 dernières années ont eu une patate absolument cuisante. Et tiens, je viens de montrer un truc d'ailleurs à l'écran. Vas-y, je t'en prie. Et je veux juste répondre juste à quelqu'un dans le chat qui pose, enfin qui fait une remarque qui est, je pense, symptomatique de pourquoi les gens en fait ne sont pas suffisamment actifs dans les marchés et pourquoi ça vous cause du tort. Déjà, premièrement, je suis bullish depuis la moitié du mois de février, disons, parce que j'avais toutes les raisons de l'être. Et je suis pas en train de flip bearish, je suis en mode, je présente le scénario auquel il est possible de s'attendre en cas de scénario catastrophe entre guillemets et en fait que ça se passe mal. Et genre c'est un peu le scénario d'invalidation de mon propre plan. Et ça veut pas dire que je change d'avis tout le temps. Ça veut juste dire que je me prépare à tout et que je fais l'effort de vous présenter et de d'avoir Mo avec qui en discuter parce qu'avec Mo on était tous les deux en fait dans les mêmes timeline, on était en mode, bah, au mois de février, on était en mode, bon, bah, on peut s'attendre à un rebond d'ici le milieu de l'année parce qu'on va avoir des meilleures datas, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que le marché réagit à d'autres choses que on avait en tête, etc. Et juste que c'est des interprétations qui sont nouvelles. On parlait plus tôt dans l'émission de la prophétie autoréalisatrice. Je veux dire, si le marché se met en tête que c'est la récession et que c'est grave, etc., etc., on va pas être en mode bah c'est bullish, let's go, to the moon, juste pour vous faire plaisir. C'est juste une question de, voilà, comme le dit Ozymandias, on s'adapte aux conditions de marché. En tout cas, voilà, je voulais juste répondre à ça parce que je pense que c'est quand même important Ouais, non, mais d'y répondre. tu fais très très bien de le dire. Et ça, je pense que pour la personne qui a dit un petit peu ce commentaire, c'est à elle aussi un petit peu de se remettre en perspective. Tu es dans un marché qui évolue tout le temps, avec des datas qui te tombent dessus en permanence, si tu veux. Et à la fin, ça reste un jeu à somme nulle. Dans le sens où il y a bien des gens qui vont laisser sur la table pour que d'autres aussi en gagnent. La problématique, c'est que là, on avance aussi dans un environnement où énormément d'incertitudes qui sont revenues par rapport à précédemment. Et nous, on n'est pas là pour faire les oracles ou vous dire voilà le futur c'est ça, mais plutôt de vous présenter un petit peu le portrait, de vous aider à regarder un petit peu derrière la forêt comment les choses sont et à vous après d'en tirer vos conclusions. Mais là où je pense qu'il y a de l'importance à en parler, c'est que si on était vraiment à confirmer un petit peu cette tendance, vous avez déjà vu un petit peu les altcoins, ce que ça a donné en si peu de temps. Et on en parle notamment, j'en parlais aussi avec l'histoire des particuliers et tout, tout ça c'est un petit peu entremêlé. Qui va acheter votre bague dans le cas de figure où on part vraiment en dégradation et les marchés sont en attente en fait. C'est vraiment là la question où elle se pose. Après,
c'est pas forcément non plus, comment dire, enclenché, hein. Tu vois, il y a toujours des possibilités. Moi, j'en parlerai un petit peu plus tard dans les charts tout à l'heure. Il y a des choses qu'on surveille à l'écran. Il y a des niveaux aussi où on reste validé. Et il y a des niveaux, comme tu l'as dit, Aigri, d'invalidation. Et pour Mm. moi, c'est ultra capital d'avoir des niveaux d'invalidation, les gars, parce que sinon, vous prenez le risque littéralement de finir un bear market et d'être là, voilà, vous êtes débarrassé de vos bagues et de vous retrouver avec 20% de votre net worth initial, quoi. Ce qui, Absolument. objectivement, est ce que vous voulez absolument éviter. Et en fait, il y a des moments où le marché, il vous force à être sur de la défensive plutôt que de l'offensive, en fait. Vous voyez déjà la courbe d'Ether, je veux dire, c'est pareil, ça fait 3 fois qu'on visite les 2000 balles, il n'y a personne qui réagit. On est maintenant sous les 2000 balles et on n'a pas d'acheteur. En tant que tel, techniquement, en l'état maintenant, tu vois. Est-ce que ça fait que c'est pas une bonne zone de prix à long terme? Non. Potentiellement, c'est une bonne zone aussi, tu vois. Il faut Clairement. savoir déchiffrer un peu le message entre les deux, mais plutôt de se dire, c'est par contre peut-être un moment où il va falloir savoir être en mode défensif, en fait. Mm. Absolument. Et tu voulais montrer quelque chose, Mo, avant que je te coupe. Si tu veux reprendre, je vais montrer. Hop, ton écran, tu peux y aller. Ah, yes. Tac, 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 tac. Je l'ai pas. Je vais avoir là, on va aller le chercher. Ah, intéressant. Tiens, je le vois passer juste en parallèle. Je t'en ai parlé, comment dire, 10 ans, 3 mois aussi. Aujourd'hui, ce matin, il s'était réinversé. Ok. Il s'était réinversé. Et je te dis ça parce que pour moi, là, il va falloir commencer quand même à avoir vraiment à l'œil, surtout avec le discours qu'on te donne, en fait. Parce que si les choses déraillent, in my opinion, l'obligataire va nous donner assez rapidement des signaux, en fait. Mm. Donc, en l'état, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude imminente, mais quand tu accélères, tu vois, si on se remet à prendre une tendance haussière, va quand même falloir se poser des questions. Parce que tu vois, ça, c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, à l'époque du Covid. Et c'est surtout ici où tu avais inversé pour la dernière fois. Tu étais reparti, là, je suis en weekly. En 2 candles, en fait, tu refaisais un plus haut. Et là, tu étais, en fait, le 9 mars. Donc, tu as eu Mm. très, très peu de temps, si tu veux, pour réagir. Et ce que tu nous montres là, Mo, si tu veux juste l'expliquer, si tu veux juste l'expliquer aux gens, c'est quoi précisément? En gros, c'est le rapport entre les obligations à 3 mois et à 10 ans. Tu as celui-là et tu as le 10 ans et à 2 ans. Et en fait, historiquement, on s'en sert justement pour voir un petit peu des périodes où il y a des incohérences dans les marchés obligataires, c'est-à-dire des moments où en fait ton obligation à court terme te rémunère mieux que ton obligation à long terme. Et ça crée ce qu'on appelle en fait une inversion sur la charte. Et historiquement, en fait, ces périodes-là ont souvent précédé des périodes, comme je vous illustre en vert, de difficultés économiques, voire de récession en fait. L'avantage à celui que je vous montrais, c'est qu'il est un tout petit peu plus affûté en fait que le 10 ans, 2 ans, puisque le taux 3 mois est forcément plus court-termiste. Donc il a tendance à bouger un petit peu plus rapidement. Et c'est vrai que, en tout cas, sa pertinence, si tu veux, qu'il a eu par exemple 2001-2008 pour parler des époques un petit peu plus proches de l'actuel, et même au Covid, il a trigger. Laisse à penser que voilà, si jamais le revois partir en accélération, potentiellement, ce sera sur le fond d'une macro qui est vraiment en train de se dégrader aussi très très fort de ce côté-là, quoi. Mm. Absolument. Le taux à 10 ans d'ailleurs. Lui, en général aussi, le taux à 10 ans, c'est celui qu'il va falloir surveiller un petit peu pour vous. Pour l'instant, tu vois, il n'a pas l'air d'être dans le cas de figure où il a envie de forcer la main un peu à Jérôme Powell pour lui dire va falloir couper les taux, l'ami, tu vois. Depuis Non, novembre 2023, en fait, on est un peu dans cette région. On est presque limite un peu dans un range un dans petit un peu. range. Et clairement, on va vraiment falloir surveiller celui-là aussi, parce que quand il va avoir tendance à breaker à la baisse, de manière générale aussi, souvent, ça se fait avant que la Fed, en fait, engage et enclenche des réelles coupures. Mm. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, comme toujours, hein, les taux, il y a les taux de marché et les taux de la Fed, et les deux peuvent différer. La Fed dit on vise 4 et le marché dit non, 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 on veut plus, on veut moins en fonction des conditions économiques, etc. Et généralement, les taux de marché sont plutôt annonciateurs des taux de la Fed futurs. En tout cas, historiquement, quand on les voit, il y a souvent un décalage qui est d'abord fait sur les taux de marché. Et c'est quelque chose qui est ultra important à regarder aussi parce que là, pour le moment,
On est typiquement dans le scénario où Trump dit je veux des taux qui baissent, je veux des taux qui baissent. Pour le moment, le marché est en mode bon, euh, on veut bien te les donner, hein, c'est pas le problème, mais ça se fait pas très très rapidement non plus. Donc ça pourrait le motiver à continuer sa politique un peu de restriction, d'un peu sans dessus dessous, quoi. Pour moi, c'est le taux à 10 ans qui contrôle la Fed, comme tu le dis très bien. Et Trump, il n'a pas vraiment son mot à dire. Après, il peut foutre la merde pour précipiter un petit peu la Mm. main de la Fed. Mais en principe, comme tu le dis, ces marchés obligataires, il y a des trilliards de dollars en fait qui transitent chaque jour dessus. Il y a des intervenants de marché de part et d'autre qui font en fait qui price ce prix. Et il y a des raisons à son pricing. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'il a un tel impact sur le potentiel de décision de la Fed, quoi, en fait. Mm. Absolument. Maintenant, si tu veux, on peut peut-être repasser un tout petit peu sur Bitcoin et essayer un petit peu quand même de prêcher encore s'il y a du positif à en chercher. En tout cas, où est-ce il faut avoir l'œil en ce moment, in my opinion. Là, je Je vais essayer de t'écoute. passer d'abord sur du court terme, vite fait un petit peu, mais c'est vrai que le print, il est vraiment pas top non plus depuis le bottom, j'ai envie de te dire. Tu vois, là, le fait que tu as laissé quand même pas mal de mèches derrière toi, que tu n'arrives pas justement à matérialiser cette hausse cette semaine, je pensais qu'on allait au moins pouvoir avoir un rebond vers les 86, tu vois. Mm. Parce qu'ici, on a laissé un gap, mais a priori, tu as toujours des vendeurs qui reviennent et tu perds encore cette structure. Donc, a priori, c'est peut-être potentiellement aussi pour aller chercher un petit peu plus bas. Et pour moi, on est un peu sur la corde raide vis-à-vis en fait de ce que j'appelle le cycle low. Grosso modo, la fenêtre, elle est ouverte encore cette semaine. Mais c'est une période de temps, si tu veux, une time frame. Donc, t'as des gens qui sont très doués, très très doués pour ça, comme des Bob Lucas, je sais pas si tu connais historiquement, De nom, ouais. gros trader du CT US. Et il y en a aussi quelques autres, j'ai quelques ressources là-dessus si ça vous intéresse. Mais bref, en gros, depuis qu'on a commencé ce cycle, on a pu trouver depuis le bottom une certaine répétition en fait à la manière dont les prix sont décomposés. Et c'est pour ça que ça fait encore même un peu penser à aujourd'hui, si tu veux, que Bitcoin a une sorte de mini super cycle. Et je vais l'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, depuis toute cette montée, si tu veux, on a absorbé la dominance de part et d'autre. Il y a très très peu d'altes qui ont tiré vraiment leur épingle du jeu. Par contre, Bitcoin, il a une construction de prix qui est quand même beaucoup plus tolérable en termes de downside et tout, jusqu'ici, que les précédents cycles. Et en fait, ça s'est décomposé par, tu trouves un point bas, de manière générale, tu pumps de presque quasi 100%, tu passes une certaine partie après à consolider et à chercher en fait ton nouveau point bas, qui arrive en fait autour de cette fenêtre que tu appelles donc un cycle low, point bas à partir duquel tu repars de 100% à peu près, tu retransites en correction en fait jusqu'à cette fenêtre là. Idem ici, tu vois, et tout ça malgré les narratives, malgré les news. Ici, tu vois, tu avais la SEC qui attaquait Binance. Là, tu as eu les ETF qui sont arrivés en live, tu as eu le sell-off vis-à-vis de l'ETF. Là, on a eu ce bon pump qui nous a amené à l'ATH avant halving. Tu avais la sphère de WIF, l'euphorie et tout qui commençait à revenir un petit peu. Et en fait, tu le vois même d'ailleurs très bien. Ici, en fait, on a topé très très vite dans ce cycle low. Enfin, dans ce weekly cycle, pardon. Et en fait, le temps que tu ailles jusqu'à ton cycle low, bah, on l'a vu dans le range interminable qu'on a vécu en fait l'an dernier. On a Mm. perdu tout ce temps jusqu'à aller le chercher. Et en fait, effectivement, le 5 août, on était pile poil dans la fenêtre de tir, tu vois. Donc après, ça peut transiger un tout petit peu du côté du prochain cycle ou vers la fin de la fenêtre de celui dans lequel tu es. Un peu comme là, le TF News, tu vois, celui-là, il a transité un petit peu en fait vers le nouveau cycle. Maintenant, ici, c'est pareil, tu vois, depuis qu'on a touché les 50 000, on a eu un pump même de 120% pour le coup, puisqu'on a été à quasi 110 000 dollars. Et grosso modo, la fenêtre qu'on attend, donc on en parle de chez Wen depuis le 10, par là, le 15 février, même peut-être un peu avant, elle était là la semaine dernière au 3 mars, tu vois. Tu as encore cette fenêtre où tu peux le tolérer, je pense. Mm. En somme, ça veut dire en gros jusqu'à la clôture de demain. Et si tu pars de ce principe-là, donc si on fait pas de nouveau lot, par exemple, jusqu'à demain, ça, ce sera ton weekly cycle low. Ou si on Ok. en refait un, ce sera vraiment en fait le cycle low. Et en principe, normalement, à partir de ce moment-là, un weekly cycle, il a vraiment la particularité, tu le vois bien sur la map, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvé ici, le sentiment, il était vraiment au chiottes. Mm. Il a vraiment été reset. Et alors là, cette fois, plus que les précédentes encore, je pense que c'est pire que le 5 août.
notamment vis-à-vis de Oui, l'attitude des altcoins absolument. qui ont pris très très cher. En août, elles avaient pris cher, mais là, c'est un peu le coup de grâce. Et t'en as beaucoup qui sont sur les mêmes niveaux qu'ils étaient en août, voire des fois en dessous. Donc, en gros, maintenant, une fois que tu vas trouver ce point bas, ça va être ton point d'invalidation, en fait. C'est le point où, à partir duquel, ok, éventuellement, il y a des news qui arrivent, je sais pas, il trouve un cessez-le-feu en Ukraine, Trump, il dit qu'il arrête les tarifs, qu'il a trouvé des compromis, ça se calme, la Fed reprend un peu le contrôle de la discussion, elle apaise un petit peu les tensions, et aussi bien en bourse, parce que la bourse aussi est sujette au cycle low, et les cryptos, tu as un point bas que tu peux trader et d'où tu peux manager ton risque. Donc, si tu vois, tu as encore un petit peu d'exposition, c'est un moment, en fait, ou un endroit dans la charte où il va vraiment falloir te dire, à partir de là, soit on peut se reprendre et effectivement, voilà, c'était juste un reset du sentiment et auquel cas il n'y a pas de problème et happy days. Soit tu vas vraiment, là pour le coup, bah, fail ton cycle, c'est-à-dire l'échouer, et auquel cas, quand tu échoues un cycle, bah, là tu le vois en tout cas sur la tenue de ce cycle, ça a tendance à t'emmener en fait littéralement en bear market, ou en tout cas à casser la cyclicité de ce cycle si tu veux. Hmm. Ce qui voudrait dire que de là au prochain weekly cycle low, en principe, bah, tu es censé baisser. Tu es censé baisser aussi. Et donc c'est pour ça que forcément, on n'arrive pas, j'arrive pas avec, comment dire, ma boule de cristal, on ne connaît pas l'avenir avec Egris. Pour un peu rebondir sur le commentaire du gars tout à l'heure. Tout ce que tu peux faire, c'est un peu manager ton risque, ton exposition personnelle autour de tout ça et tout ce que tu vois se faire. Parce Hmm. que moi, il y a ce que je vois en macro, il y a la thésis de base. Chez Wen, on le met en parallèle aussi bah, avec ce que les traders qui eux sont plus sur les setups techniques et en fait ont tendance à ressortir. Et c'est clair que là, aujourd'hui, le portrait, il est très très mitigé quand même. Et le scénario downside, notamment du fait qu'il il peut te venir non pas des cryptos, mais là auquel cas en fait des marchés boursiers qui perdent encore 1,5% aujourd'hui et qui en fait bah, sont clairement en train de construire, si tu veux, une phase où tu commences à avoir un retournement de structure, tu vois ce que je veux dire? Un bas plus bas que le précédent, donc va falloir faire attention aussi au Hmm. scénario du rebond sur le S&P parce que c'est à peu près Ouais. le même scénario. En gros, c'est est-ce que là, éventuellement, parce on va sûrement se calmer un petit peu, tu vois, dans la virulité de la descente, c'est vraiment puissant. Là, c'est Forcément, chaud. Ouais. on trouvera à un moment donné un peu de rebond. Hmm. Maintenant, est-ce que c'est un rebond pour te faire rejeter et auquel cas, bah, pareil, tu descends et tu vas t'amorcer potentiellement une correction de 20%, ce Hmm. qui match peut-être un peu plus aussi avec le timing et les datas économiques qui risquent de nous rattraper bah, malheureusement dans le mauvais sens aussi. Et c'est là-dessus, en tout cas, moi, je suis un peu sur le fil du rasoir en ce moment, quoi. Je suis vraiment. On a réussi à protéger quand même un petit peu des positions chez Wen, notamment tous ceux qui sont sur les formats type Market Review et tout. Mhm. On apprenait quand même pas mal depuis décembre. Casper, entre autres, qui nous prenait beaucoup ça, prenait du stablecoin. Les altcoins sont Absolument. difficilement investissables. Elles ont des sérieuses problématiques. Donc, on a eu quand même voilà, plus de souplesse à ce niveau-là et un peu plus de préparation. Malgré que j'ai quand même gardé des positions et que j'ai pris quand même une cartouche aussi sur la descente, si tu veux. En l'état, voilà, il y a des setups qui peuvent repartir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir quand même avoir besoin que le marché il nous prouve ce qu'il a un petit peu dans le ventre, quoi. Hmm. Et justement, c'est là tout le sujet de l'émission au final, c'est que fondamentalement, on est toujours dans les timings que je pense positifs et sur lesquels on peut voir des rebonds et sur lesquels on doit avoir des rebonds. Sinon, ça va commencer à être vraiment dégueu. Déjà qu'il y a beaucoup d'alts qui sont dégueux, même des alts où j'ai dit aux gens de se désexposer. Hein. Quand on prend des choses comme Sui, des choses comme Tao, je veux dire, sur les derniers rebonds qu'on a eus, moi, j'avoue avoir sorti un peu de position parce que j'étais en mode, non, mais juste là, il y a pas le momentum en fait. Sur Tao, on va arriver à 200 $, on en parlait en off. 200 $, c'est quelque chose qu'on a quand même fracassé une, deux, trois, quatre fois, cinq fois maintenant. C'est un support qui commence à être vraiment critique. Des altes qui sont dans des états catastrophiques, c'est pas ça qui manque. Hein. Et même dans les altes que je suivais et que j'apprécie toujours, hein, des IO, des Eigen, etc., il y a des structures qui sont juste catastrophiques. Il n'y a aucune force. Et ça nous vient tout droit du marché tradi qui est justement dans cette alors,
crainte ou dans ce pricing de récession, vous mettez le terme que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que on est 100% sûr qu'on soit en récession. Par contre, à chaque journée qui passe, on est quand même un peu plus dans un scénario catastrophe. Et c'est pour ça que je dis aux gens aujourd'hui, si vous avez envie de vous désexposer, ça me semble pas idiot. Ok, peut-être que vous allez rater, peut-être que vous allez voir un rebond à court terme, etc. Peut-être, mais je veux dire, on aura largement le temps de se repositionner de manière intelligente. On n'est pas obligé de hold tout son bag maintenant, surtout si on s'en va vraiment vers un scénario récession dans lesquels les marchés peuvent prendre encore. Un SP500 peut encore prendre moins 10%, un Bitcoin encore moins 15, moins 20, que sais-je. Enfin, Bah, BTC, tiens, je peux te le montrer. Du coup, peut-être qu'on bien passe sûr. peut-être côté plus technique. Euh, En l'état, tu vois, pour moi, il y a quand même toujours le candidat possible que tu aies un rebond et tout. Hein. Ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, tu vois. Absolument. Clairement, c'est une possibilité. Tu vois, peut-être qu'on a trouvé le point bas ou ce point bas, il peut tenir autour de cette zone ici. Auquel cas, et que la baisse, tu vois, commence un petit peu à s'atténuer. Maintenant, je vais pas vous mentir, la clôture weekly, elle était pas belle. Celle-là, c'est pas beau du tout. En général, tu vois ce que je veux dire, tu l'as pas vu. Tu vois, tu le vois dans des moments où c'est Mm. pas forcément le plus beau setup que tu peux attendre du marché. Et en fait, bah, clairement, pour moi, si on se rattrape pas là, ici, autour de la fenêtre dont je te parlais pour le cycle low, la prochaine target, elle est là. Hein. C'est ancien ATH, c'est les 70-72 000. Et ce qui est encore un petit peu problématique, c'est que dans un premier temps, tu vas trouver de l'acheteur, je pense. Ici, à mon avis, tu vas avoir des ordres qui vont traîner, il n'y a pas de problème, quoi. Le problème, c'est que si tu as ça, bah, tu risques d'avoir aussi un petit peu cet effet cascade de liquidation. Et là, auquel cas, je pense que tu vois, les 66 000 dollars sont carrément in play. Mm. Donc, à aujourd'hui, c'est quoi 65-66 000 dollars, c'est 20% BTC. 20% BTC. Je reviens sur un Tao vite fait, pour donner un exemple. C'est Vas-y, vas-y, combien vas-y. C'est combien tu vois ce que je veux dire? Et surtout que là, après, sur Surtout un que là, Tao, il y tu as a. un T'as, appel d'air qui est ouais, énorme. Et tu t'as le dit disais une très balance de bien, zinzin. tu as support qui t'a été offert une fois. Le support, il t'a été offert deux fois. Super, la tech est bonne, machin, ok, on repart, nouveau rallye. On arrive à la TH, on se fait rejeter. Ok, tendance baissière, on la voit très claire. Hein, t'es vraiment maintenu, t'as pas réussi à te reprendre. Tu reviens mécher sur cette zone, c'est racheté violemment et tu la revisites bougie pleine. Maintenant, t'es là. Et si ton Bitcoin il a un scénario de downside, Tao, je vous le dis, c'est la cave. Hein. Enfin, Mm. littéralement, tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu vas te retrouver dans des zones qui vont être peut-être qu'il y aura un peu de réaction là entre les 120, les 160, tu vois ce que je veux dire. Et t'as qu'à prier vraiment qu'il se passe quelque chose, mais IMO, tu le vois à l'appel d'air quand même. Cette Complet. zone, elle a jamais été travaillée. Elle a jamais été travaillée. Et bah voilà, quoi, t'es au-dessus du vide, franchement. Et si Bitcoin il se fait attraper, bon bah la pesanteur, Mm. study Newton, quoi, tu vois. Et ça, c'est pareil sur plein d'altes. La problématique, c'est quoi? C'est que déjà, c'est un alt qui, en l'état actuel, t'es à moins 68% de son ATH. Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire encore un moins 40%, tu vois, du point actuel. Absolument. Mais, Ce qui t'emmène. et ça nous ramène un peu. C'est pour ça que, en fait, je pense que la situation actuelle n'a jamais été aussi proche que de signer la fin de la cyclicité. Dans le sens Ouais. où, en fait, on aura eu notre cycle jusqu'à, bah, disons, genre décembre, janvier, etc. Et on aura vécu, entre guillemets, un top de cycle, mais pas un cycle de 4 ans sur Bitcoin comme on avait l'habitude de l'avoir. Euh, pour le peu d'historique qu'on avait, moi j'ai jamais apprécié la rhétorique des cycles de 4 ans, etc. Mais ça veut dire qu'on viendrait vraiment briser, parce que Ozymandias le dit très bien, si on retourne à 65 000, techniquement c'est les prix de production de Bitcoin. Donc, et les dernières fois où on voit les prix de production de Bitcoin, c'est le bear market. Et je veux dire, les alts aujourd'hui, elles ont des charts de bear market. Je veux dire, il faut être, pour les trois quarts d'entre elles, si ce n'est plus, faut être honnête, on est Ah ATL sur bah, ATL, c'est une catastrophe. clairement, faudra en parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bitcoin Hmm. à 65K, Tao, il serait à moins 80. Et Tao, entre guillemets, c'est un bon alt. C'est un truc qui se tient, Euh, hein. Attention. ouais, non, voilà, je veux dire, la T6 est strong, machin, c'est le leader de sa narrative et tout. Après, on dit Tao, il y a d'autres exemples. Oui.
qui sont parlants. Bon, les mêmes coins sont à terre, les agents IA, c'était une trade qui est sortie, qui est morte aussi vite. Mm. Des Suisses, je crois qu'il a quoi, bon, 65% là en ce moment dans la TH. Quelque chose comme Enfin ouais, bref, c'est vous ça. avez le spec quoi. À partir de quel moment on se dit on est en bear market, les altes à moins 80, bon, je pense qu'on peut se dire sur la map généralisée qu'on y est quoi. Mm. Et le seul truc après, c'est cette question de, en gros, si on va là, potentiellement, c'est parce que c'est la bourse qui nous emmène et la macro. Auquel cas, est-ce que Powell, il réagit tout de suite ou est-ce Mm. que Powell, il a une marge de manœuvre plus forte qu'on ne le croit? Et c'est là aussi où il faut faire attention dans les attentes qu'on peut avoir de Powell. Moi, j'entends beaucoup, en gros, ça va le forcer à imprimer, machin, etc. Sur le papier, oui, mais il sort d'une période où il a été dur comme ferme. Mm. Enfin, il a été très ferme. Il a été, comment dire, très restrictif sur sa politique monétaire pour motif de combattre l'inflation. Il tient encore un peu ce postulat-là. Et faire un virement à 180 degrés pour lui, c'est littéralement annoncer je me suis trompé, Mm. j'ai fait une erreur. Donc, tu as le risque qu'il y ait son ego qui rentre un petit peu dans la pièce, particulièrement quand on a enchaîné 2 années de 25% de up sur le S&P, ce qui veut dire que littéralement, en fait, tu as un peu de marge à la baisse. Et tu vois, peut-être que tu arrives à 20%, il commence tout juste à cutter. Il commence tout juste à se dire, OK, on va faire un peu Mm. attention, on va vous assouplir, etc. Mais que d'ici à ce qu'il envoie vraiment l'armada, il a peut-être 30% sur le marché boursier de marge, etc. Mm. Et c'est là où après, il faudra le prendre niveau par niveau. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est très très compliqué de vous projeter parce que même d'une semaine sur l'autre, les datas changent. Avec Trump, on manque pas d'avoir de l'entertainment au sommet des États-Unis. Clairement. Mais en l'état, voilà, il faut quand même, je pense, être préparé à ce scénario qui pourrait ne pas nous arranger non plus, quoi. Clairement. Et je pense que là, on va arriver. Je pense qu'on arrive dans les semaines qui sont décisives en fait pour la suite de l'année en fait, ou en tout cas à minima de la fin du semestre et au pire pour toute l'année. Parce que si jamais on entre vraiment dans le scénario récession qu'on énumère depuis tout à l'heure en se disant que Powell ne va pas baisser les taux dans l'immédiat, qu'on va avoir des datas qui vont être pires que prévu et qu'on va rentrer dans le scénario catastrophe de la Fed, ça veut dire qu'on va passer en fait les 3 prochains mois à souffrir sur tout type d'actifs, argent et dollars, pour faire simple. Donc c'est pour ça que là à l'heure actuelle, même je vois dans le chat, est-ce que pour s'alléger il faut attendre un rebond? Bah vous pouvez attendre un rebond en fait pendant très longtemps sans qu'il vienne. Je veux dire, oui on va probablement pas dump en ligne droite, bien que en vrai de vrai, rien ne nous. Enfin, on peut totalement voir des dumps en ligne droite pendant encore des semaines. Hein. Je veux dire, il y a rien qui l'empêche. Il y a eu plein de mois pendant l'année 2022 où on a fait des giga dumps en ligne droite et où les rebonds étaient ridicules. Donc, je veux dire, il n'y a pas de. Pas de Il y règle. aura, il y aura pas de règles et il n'y aura pas de meilleur scénario. Ça se trouve, vous allez vendre et on va avoir un rebond. Ou par exemple, je sais pas, on va avoir des datas qui seront plus positives. Trump va arrêter d'avoir son cinéma, même si pour le moment, à l'heure actuelle, encore une fois, j'ai pas les catalyseurs qui me permettraient de vous dire avec beaucoup de sérénité que non, tranquille, ça va. En vrai, Trump, il va avoir ce qu'il a. Parce que pour le moment, on l'a vu avec les taux à. Enfin, n'importe quel taux, les taux sont vachement hauts encore. Que la Fed n'est pas prise à la gorge pour baisser ses taux non plus avec les données qu'elle a, etc., etc. Donc, je préfère vous dire que aujourd'hui, même si ça fait mal, il vaut mieux se sécuriser, sortir les altes dans lesquelles on croit le moins, et tant pis, on prend des pertes, c'est pas grave, et prendre vraiment toute la période que vous avez eue entre 2024 et maintenant comme un cycle, et vous dites, bah, je repars de zéro, j'ai fait une perte, tant pis, j'ai fait une perte, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant, et avec les données que j'ai à l'heure actuelle. C'est, je pense, la chose la plus saine, et c'est ce que j'essaie d'appliquer aussi à moi-même, même si, encore une fois, on n'entre pas encore dans le scénario catastrophe. On Ça n'y est pas va, encore. Mais ça même si on n'y est va pas y arriver. encore, pour moi, on est déjà un petit peu au niveau où, sur certaines altes, à aujourd'hui, les dégâts irréparables sont là. En l'état déjà maintenant, on a des dégâts irréparables sur beaucoup d'altcoins. Et Mm. on l'a vu, les altcoins, déjà, c'était pas une partie de plaisir à rider ce cycle. Non. Elles étaient en réalité inintéressantes de fou quand tu vois le facteur
temps, stress, implication qu'il faut pour savoir lesquelles sont les bonnes, les Vraiment. trucs, les machins, et la perf délivrée au final, bah, c'est clair que Bitcoin a vraiment eu le rôle d'asset pour le coup, d'asset du cycle, et pour le reste, il n'y a pas eu grand chose. Ou alors quelques surprises de fou comme un XRP qui te sort Mm. une perf alors que celle-là, personne ne la voyait venir. Maintenant, comment j'ai tendance à le voir, ça aussi un petit peu sur ces bagues qui peuvent être critiques et dont les dégâts sont irréparables. Vous n'avez peut-être pas envie d'être totalement out, machin, du marché, et ça, je peux l'entendre pour certains. Mais pensez que voilà, la confiance, en fait, quand tu la fracasses, elle peut mettre aussi pas mal de temps à revenir. Et auquel cas, tu vois, tu as déjà aussi des actifs super solides à long terme comme du Ether qui sont sur les super discounts, tu vois. Moi, je sais que j'ai quelques positions comme ça où, franchement, de l'Ether à 1008, aujourd'hui, j'en achète en vrai, tu vois. Connaissant les risques, Mm. connaissant les risques, peut-être qu'il peut baisser encore et tout, avec Mm. un BTC qui va à 65, pas de problème. Absolument. Genre, ce bac, j'aurai de la patience dessus. Il sera coffré là-bas et je reviendrai à un moment ou un autre. Pour moi, Ether, un jour ou l'autre, on le verra à 15 000, tu vois. Oui, voilà, Mais non mais clairement, totalement, totalement. au moins, c'est une certitude de revoir ton capital quelque part dans le temps. C'est ça, genre Euh, pour moi aujourd'hui, c'est simple, en fait, il y a beaucoup de choses que je vends, j'ai parlé de Sui, j'ai parlé de Tao, etc. Il y a beaucoup de choses que je veux pas en portefeuille à l'heure actuelle. Par contre, je veux dire, acheter du Bitcoin à 80, à 65, à 30, à 20, à 2 dollars s'il le faut, ça je m'en fiche. Et pareil pour l'Ether. Moi, Ether, j'ai beaucoup acheté quand j'avais commencé mes cryptos entre 1000 et 1200, tu vois, typiquement. Bah aujourd'hui, ma position, oui, ok, je perds de l'argent. Genre, je vois l'Ether qui font. Par contre, je suis convaincu que Ether reviendra dans un cycle haussier à minima vers les 4000, 5000, etc. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon opinion, parce que c'est fondamentalement ce qu'est Ether. Je veux dire, c'est la blockchain utilitaire aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est typiquement la position où j'ai pas envie de la vendre. Oui, ça m'emmerde, et j'ai pas envie de la swap en stablecoin, parce que j'ai d'autres trucs que je peux swap en stablecoin si besoin, et je préfère en avoir plus, et justement rentrer dans une logique long terme, et juste vous devez avoir des bagues long terme, et c'est ce que j'ai rappelé souvent, euh, qu'il faut quand même avoir un minimum de solidité dans son portefeuille, sinon en fait on se retrouve à avoir vraiment le fond de panier, quoi, et ne jamais avoir un truc solide. ouais, je suis 100% d'accord. C'est au moins l'avantage, tu vois, c'est de te dire que tu perdras pas tout sur ce cycle comme beaucoup l'ont fait en étant sur des altes miteux. Et ça, c'est du capital que tu ne peux jamais réutiliser, tu vois. Mm. Alors que de l'Ether, bon, bah, ça demande à la limite de la patience. Après, si tu crois pas, tu crois pas. Mais, enfin, moi, personnellement, C'est ça. je fais partie de ceux qui croient qu'il aura son moment. Et peut-être que ça nécessitera, voilà, par contre, qu'entre les deux, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est il y a un truc qui casse. La Fed doit intervenir. La Mm. Fed doit réparer tout ça. Combien de temps ça prendra? Bah, ça, on essaiera de l'updater en temps réel. Mm. Parce que moi, pour moi, c'est là où la grosse inquiétude, elle se pose, en fait. Là où je suis un petit peu très sceptique, c'est le temps de réaction de Powell. Complet. Et c'est ce qu'on disait plus C'est... tôt sur les timelines. En fait, si Powell, donc le FOMC c'est dans 6 jours, si Powell il arrive dans 6 jours en disant bah écoutez, les datas éco elles sont ok, le chômage ça va, les demandeurs d'emploi ça va, l'inflation est à 9, du coup, bah écoutez, ça va, on n'a pas besoin de se précipiter. La prochaine fois que la Fed peut baisser ses taux, c'est dans 2 mois après. Et entre les deux, ça peut vraiment être, on peut vraiment voir enfin, c'est un avis, mais qui est basé sur ce que Trueflation donne et d'autres indicateurs. On peut vraiment voir en fait la récession arriver, en fait pile entre la période en- entre maintenant et disons la fin de l'été en fait, pour donner une fourchette. Et à partir de, disons, je sais pas, à partir du mois de mars, Powell se rend compte que l'inflation a drop à 2%. Pardon, d'ici le mois de mai, l'inflation elle a drop à 2%, voire en dessous selon Trueflation. Encore une fois, les données de Trueflation, il faut les voir aussi comme un indicateur, mais pas comme des données, comme des valeurs absolues. Qu'on peut voir un chômage qui sera beaucoup plus haut, etc. En fait, ça peut aller très très vite jusqu'à temps que Powell prenne une prochaine décision. Et entre ces deux-là, comment il faut appréhender le marché, ça j'en suis beaucoup moins sûr par contre. Bah, IMO, c'est le flight to safety, quoi, un petit peu qu'il faut opérer. Mm. Ça, c'est quasi la seule certitude que j'ai. C'est qu'en fait, moi, là, par exemple, je vais prendre des setups de longue.
en ce moment, maintenant, tu vois, je vais quand même prendre des setups de long, probablement même dès cette semaine, à mesure qu'on voit un petit peu comment ça se boucle. Je vais tenter encore un nouveau long pour, par exemple, le Cycle Low et tout, mais je vais avoir tendance à me réfugier sur BTC. Et je vais utiliser le leverage non pas pour max out ma net worth, mais plutôt pour obtenir genre l'expo que j'aurais voulu avoir en longue, sans avoir besoin d'y mettre tout mon spot en même temps. Et je préférerais avoir un marché qui me confirme son retour pour re-rentrer sur certaines positions. Parce que par exemple, pour revenir sur des alts, à aujourd'hui, je préfère choisir des alts, par exemple, qui sont soit des dinocoins en processus de s'institutionnaliser et qui peuvent être soutenus de ce côté-là, soit je préfère avoir des trucs tout neufs qui n'ont pas pris trop cher, peut-être un peu comme du Hype ou du Bera, qui ont des charts qui sont encore genre pas trop impactés. C'est-à-dire que si le marché repart, elles arriveront à résumer éventuellement un momentum haussier et qu'elles n'auront pas trop de difficultés. À l'inverse, par contre, de certaines autres qui sont vraiment là pour le coup en train de rentrer dans des territoires, c'est le no man's land quoi. Et tu as beaucoup de vendeurs qui risquent d'être à la sortie. Donc pour moi, il faut opérer en plusieurs étapes. Parce que pour l'instant, voilà, on vous expose les risques et la manière dont le marché a tendance à le percevoir. Et ça, c'est pas nous qui allons le choisir. C'est est-ce que en fait, on est vraiment arrivé à un moment où, si tu veux, le sentiment est littéralement en train de shift et a un effet contaminé, à contaminer le reste des intervenants de marché, et auquel cas avoir utilisé une stratégie un peu flight to safety, avoir un peu d'argent sous la main ou des actifs que vous savez que vous reverrez sur un prochain cycle, a son intérêt. Et si le rebond se passe, vous avez au moins ces actifs qui sont là, qui prendront. Tu vois, la BTCD, on la voit encore aujourd'hui. Pour l'instant, c'est elle qui lead, elle a la force. Il n'y a pas trop de problème. Mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup aussi, des fois, être surexposés en tout temps parce qu'ils ne veulent pas manquer la première bougie de 50% de leur alt, si tu veux, même si ça nécessite de devoir prendre un moins 65 avant, tu vois. Absolument. Absolument. Et c'est pas le moment pour moi de jouer en tout cas les super-héros surtout sur les altcoins. Et là, en l'état, on le prend niveau par niveau. Je pense que tu as un candidat pour essayer de tenter des setups de longue potentiellement dans la zone où on est avant qu'on tombe sur le niveau peut-être ancien ATH et autres, tu vois, donc potentiellement les 75 000, quelque chose comme ça. 75 700, moi, tu vois, c'est le niveau où je vais sûrement re-rentrer un long. Et après, s'il passe, mais c'est avec un risque assez maîtrisé en fait. S'il passe pas, bon bah on va laisser le marché nous montrer ce qu'il a un petit peu à délivrer en ce sens-là, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et de toute façon, je vais faire un post qui va reprendre un peu tout ce qu'on vient de dire là, parce que en fait, ma conviction, c'est que pour le moment, on est encore dans des timings qui sont ok et avec le potentiel pour repartir. Je suis pas en train de dire qu'on est BR, ça y est, c'est le bear market, etc. Par contre, ça peut rapidement changer. Et vraiment, rapidement, à la vitesse... quand on dit vraiment que chaque semaine est différente et que chaque semaine qui nous apporte des datas est différente, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, en ce moment, disons que c'est pire, en fait. Sachant que tu as un Trump en plus qui est vraiment en mode, même encore récemment, un Trump il était en mode non mais je regarde pas les marchés, genre moi ce qui compte c'est faire baisser l'inflation, etc., etc. Moi j'entends ça, je suis en mode non mais d'accord, mais en fait je pense qu'il s'arrêtera pas du moment que l'inflation ne nuke pas, mais genre vraiment genre avant qu'il y ait 2%, et on va voir les 2% disons au mois d'avril, et en fait d'ici là il va juste continuer son cinéma à essayer d'aller max bid les tarifs chez l'un, foutre le bordel chez l'autre, etc., etc. Enfin, juste foutre un souk pas possible. Vraiment histoire de juste annihiler le marché, annihiler l'inflation, annihiler les taux. Et en fait, juste forcer Powell à tenir une posture de catastrophe. Où Powell, disons, je sais pas, d'ici le mois de mai, mois de juin, il sera en mode, bon, bah on va baisser de 0,5 parce que juste ça nuke trop vite, en fait. Donc, et c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Et il faut pas rentrer en mode... En fait, entre ce moment où ça ira mieux et le moment... Enfin, entre aujourd'hui et le moment où ça ira mieux après, entre les deux, vous pouvez perdre énormément de capital. Et c'est ce que j'ai déjà dit sur Twitter. J'ai beau être bull pour plein de raisons. Il y a aussi des raisons pour être bear. Et entre les deux, vous devez préserver votre capital. C'est pas parce que je suis bull que je vais m'exposer à n'importe quel altcoin maintenant. Je veux dire, les alts, il n'y a aucune force, il n'y a rien. Je vais dans le sens du marché.
Et juste, je me positionne sur, on l'a dit, du Bitcoin, de l'Ether, un peu de Sol, un peu de hype, parce qu'on aime bien varier les plaisirs et que c'est vraiment là où j'ai des convictions, mais chacun doit avoir les siennes. Et entre le moment où ça ira mieux, enfin entre maintenant et le moment où ça ira mieux, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et des choses qui seront pas forcément très bonnes, quoi. Bah, là où on peut vraiment se retrouver petit piégé, je pense, si on n'est pas prudent, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le côté, ça implique qu'on va péter la cyclicité potentiellement, en fait. Et si c'est Mm. le cas, là, je fais l'avocat du diable, tu vois, je vous dis, je sais pas un call, mais si effectivement on part du scénario un peu le postulat négatif, donc bah, en fait qu'on a une continuation à aller chercher et tout, pour forcer la main à Powell, ce qui, en forçant la main à Powell, je pense, ne manquera pas de manifester la récession pour de vrai, aux yeux de tous dans l'économie, ce qui aura forcément un impact à encore un petit peu peut-être contribuer au sell-off. Euh, la question que je me pose vraiment beaucoup en ce moment, et je crois qu'il y a un commentaire sur Twitter, c'est Rivers, ou Rivers, je ne sais pas comment on le dit, l'ami, qui dit ils veulent plus reproduire 2008, ils préfèrent bloquer les taux pour les retail et imprimer de malades pour sauver le système. Honnêtement, c'est vraiment possible. C'est vraiment la question, parce que tu vois, l'économie, il y a eu l'économie avant 2008 et l'économie après 2008. Et c'est vrai que depuis, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est maintenant en fait dans cette époque où, bah, un peu comme un drogué, la Fed va avoir besoin de multiplier ses doses, Mm. de augmenter ses doses et de les prendre de plus en plus souvent en fait. Mm. Ou bien est-ce que justement, de par le fait qu'on sort d'une politique restrictive, que Powell peut-être aurait de l'ego, va tenir en fait sa position de resserrement le plus longtemps qu'il le peut pour qu'on puisse le petit Casper, comment il va, le chef. Et donc, ça, c'est vraiment le point un petit peu d'interrogation. Pour moi, il y a aussi un peu une affaire d'ego potentiellement entre Powell et Trump sur cette histoire, tu vois, qui sera impliquée. Mais complet. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, depuis que je lis et qu'il y a les datas qui arrivent et qu'on a tout le temps des nouvelles informations et des nouvelles hypothèses à se mettre en face des yeux, c'est pour ça que je me dis que de plus en plus, c'est pas impossible qu'on voit vraiment une année, enfin en tout cas une suite pour cette année qui soit cata. Je dis pas que c'est le cas, je répète, pour le moment je ne suis pas en mode c'est le cas, il faut l'avoir en tête et il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est possible. Et encore une fois, là ce que je vous dis là, genre dites-vous qu'aujourd'hui il y a, en tout cas sur le marché crypto, je pense qu'il y a peu d'intervenants qui sont en mode c'est possible qu'on ait une récession genre là maintenant, que ce soit le gros bordel, parce que Trump, parce que ceci, parce que cela. Et il faut juste l'avoir en tête, être en mode ok, qu'est-ce que je fais si jamais ce scénario s'enclenche entre maintenant et disons les prochaines semaines. Qu'est-ce que je fais? Comment mon portefeuille est constitué aujourd'hui et comment j'ai envie qu'il soit constitué si jamais c'est trop le bordel? Qu'est-ce que je fais si par exemple je sais pas, par exemple, on continue d'avoir un SP500 qui nuke, et qu'on a de plus en plus de ce narratif de la récession, et qu'on commence à avoir des datas qui commencent à être vraiment mauvaises, sur un mois, 2 mois, 3 mois, etc., qu'on commence à voir la récession pointer le bout de son nez sur le PIB américain, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que vous faites, vous, sur votre portefeuille, pour que ce soit le moins douloureux? Évidemment, vous allez perdre de l'argent, parce que vous êtes investisseur, et en période de récession, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, sauf les mecs qui sont sur l'or. Donc, déjà, il y a ça. Et Cosmic qui dit, c'est quoi l'intérêt pour Trump d'avoir une récession? De pouvoir avoir des taux plus bas. Et alors, est-ce que je serais capable de retrouver le tweet? Alors, attendez, tac. Parce que, en fait, s'il y a une récession maintenant, en fait, on enclenche en fait le même processus qu'on a vu pendant le Covid. On baisse les taux très bas, on envoie peut-être du QE, etc., etc. Alors, je pense que par contre, sur notre temporalité, ça m'étonnerait qu'on voit un QE aussi gros que 2020, mais par contre, on pourrait voir des baisses de taux, disons, bien plus importantes. On pourrait, par exemple, là, on est à 4, on pourrait, je sais pas, perdre par exemple 2 points sur une année entière. Et vraiment se dire, on a un drop violent sur les taux. Euh, est-ce que je serais. Est-ce que je vais pouvoir retrouver? Je sais plus c'est quoi le tweet, mais en fait, il disait. Ah, voilà, c'est ça. Tac. En fait, dans une interview, il a dit que depuis son élection, il était impossible qu'on voit sur les marchés une période de transition. Alors,
Vous mettez le mot que vous voulez derrière sur la période de transition. Période de transition, ça peut être un crash sur les marchés, ça peut être une récession, ça peut être ce qu'on veut, mais il a dit que il s'en foutait. Lui, son but, c'est d'avoir des taux plus bas, d'avoir moins d'inflation et de faire en sorte que l'économie américaine soit un peu plus verdoyante dans les années qui arrivent. Donc oui, fondamentalement, ça veut dire qu'on aura peut-être de l'impression monétaire, et comme le dit Ozymandias, short-term pain pour long-term gain. Terme- Euh, Peut-être qu'on aura de l'impression monétaire, mais entre les deux, c'est pas sûr. Enfin, disons que ça peut être douloureux, en fait, entre les deux. C'est quand et combien, quoi, la question. C'est La vraiment. question, c'est vraiment le quand. Et la question qu'il faut qu'on se pose actuellement, c'est quand est-ce qu'on voit une récession? Soit la récession, on, on va se la manger à un moment donné. Je veux dire, historiquement, quand on reprend plein de data, la récession, on la connaît. Quand il y a eu des inversions de taux, tu en parlais beaucoup plus tôt aussi avec Ouais, les taux de défaut, etc. Enfin, c'est clairement. typique en fait. C'est pour ça que d'un certain point de vue, il y a un côté qui est peut-être pas surprenant dans l'attitude de Trump, c'est que ces datas, tu vois, nous on en parlait déjà à la fin de l'été, fin d'année 2024 chez Wen, et pour le coup, la récession paraissait quand même à un certain moment inévitable. Et moi je tenais la posture, pour l'instant la macro elle est pas top, mais longue, et on Mm. voyait les datas commencer comment dire, à se dégrader de plus en plus. On voyait les particuliers, si tu veux, tomber de plus en plus dans les défauts de paiement, machin, etc., les problèmes sur l'immobilier américain, avec un effet un peu domino. Au début, c'est petit, ça va, et tu le vois surtout pas, tu étais à des années-lumière de le voir sur les primes de Powell. La problématique, et c'est là où j'ai eu un petit peu ce côté récemment, bah, c'est de me dire, moi je restais un petit peu sur le même postulat, mais j'ai l'impression que le marché est en train de rattraper cette thésis en fait au vol. Et maintenant, il est en train de se calquer dessus, quoi. Du coup, Trump, c'est vrai, quand tu parles du principe président entrant, il est là depuis 2 mois. Est-ce que bah, son but, c'est de se dire si jamais ce truc-là doit me tomber sur le coin de la gueule à tout moment, est-ce que c'est pas d'envoyer le pâté maintenant et après j'ai le reste de mon mandat pour qu'on bah, calme les effets de la récession, qu'on réimprime et qu'on relance en fait. Parce que ce qu'un président fait sa première année, bon, si ça se passe mieux après, tu vois, ça peut être oublié quoi. Mm. Bah, typiquement pour les midterms en fait. Et Ouais, à peu près. ça colle avec le scénario dans lequel on voit une première partie de l'année de cette année catastrophique. Et ensuite, on voit, disons, plus d'impression, etc., où on a vraiment une économie qui reprend des couleurs. Et en fait, les gens vont se dire, bon, bah, vas-y, début 2025, c'était pas ouf, mais début 2026, c'est pas mal. Et pour les midterms, c'est parfait. C'est typiquement ce qu'ils pourraient avoir envie de voir. Et c'est pour ça que, de plus en plus, je comprends la thèse, et que je l'ai bien intégrée dans mon esprit, et que maintenant, il s'agit vraiment de voir, en fait, là où le marché veut aller. Si jamais ça devient trop catastrophique, bah, on sait pourquoi c'est catastrophique. Je veux dire, en fait, on se met dans le mode scénario récession, on passe une première partie de l'année dégueu et on verra ensuite. Ou alors on est en mode, c'est pour le moment juste, disons que ça commence à être moche, mais que le marché peut bien aller quand même. Enfin, disons que c'est pas antinomique. On peut voir un rebond sur le SP500 parce qu'il y a il y a des bonnes datas, etc. Mais ça peut être qu'un rebond. Ça peut être, ça peut repartir, ça peut pas repartir. Enfin, il faut réussir à jongler dans tout ce schmilblick. Et c'est pour ça que c'est pas facile en fait. Pour n'importe quel investisseur hein, d'ailleurs. Que ce soit un mec sur le SP500, un mec sur les cryptos, que ce soit vous qui passez 2 heures par semaine ou nous qui passons beaucoup plus de temps, c'est compliqué pour tout le monde, honnêtement. Ah, c'est toujours très compliqué. Et c'est le genre de moment où tu peux avoir tendance à vouloir rester expo parce que bah, tu n'as pas fait tes objectifs de cycle, parce qu'il y a de Mm. l'ego un petit peu qui rentre dedans. Mais tu as une réalité de terrain aussi qui fait que bah, si ton environnement il n'est pas propice sur les mois à venir, est-ce que ça vaut le coup de te mettre devant le TGV, quoi, en fait? Parce que là, en l'état, les bougies du S&P, bah, c'est clair que c'est pas le top. L'économie et tout, les particuliers, on en parlait encore plus tôt, mais en l'état, moi, je vois pas les particuliers tout de suite en mesure de venir acheter nos bagues Mm. d'alcool. Et ce qui est un petit peu le côté aussi incompréhension, je pense, par rapport à tout le monde, c'est de nous dire, ouais, mais il n'y a pas eu d'euphorie, bro. Là, le season n'a pas eu lieu, donc Mm. le cycle, en gros, il est pas fait. Oui, mais on n'est pas du tout dans les mêmes presets de conditions en 2021, qui n'étaient pas du tout les mêmes conditions que 2017 non plus. Ouais. Et où plus tu avances, plus il te faut de la liquidité pour lever les market cap de tes tokens.
Et pourtant, on est dans un environnement où l'appétit pour le risque ultime, et Bitcoin n'est plus vraiment du risque ultime, mais les altes le sont en tant que tel, il n'a pas été élevé, quoi. Et j'en veux pour preuve la price action d'Ether, quoi. Absolument. Absolument. Parce que d'ailleurs, tiens, si tu veux, on peut passer voir un truc. On peut se mettre. Bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai comment dire, une vision un peu tempérée. Et c'est que j'ai pas envie d'être arc-bouté sur un scénario ou l'autre en tant que tel. C'est que long terme, si tu veux, sur BTC, on a commencé aussi à prendre des trucs. Attends, je vais peut-être prendre Ah ouais, mais avec celui-là, frérot, on va pas s'en sortir. 2015, allez, ça devrait aller, ouais. Ouais, voilà. Donc là, tu vois, je suis sur. On va passer sur le chart en weekly, ça va être un peu plus lisible pour tout le monde. Grosso modo, on va regarder un petit peu, notamment vis-à-vis des signaux que tu peux avoir, par exemple, par rapport au cycle d'avant. Mais il y a un truc qui potentiellement ne va pas manquer en fait de nous parler. C'est l'apparition en fait des divergences bearish qu'on a vu en fait se faire sur la map. Et ça, on en parlait aussi avec Romain cet été. Et tu vois, pour te dire, même moi, des fois, je parle de trucs et je vais pas accorder autant de crédit que j'aurais dû. Mais entre ton premier top de mars 2024 et celui-là, tu as la formation d'une divergence bearish massive qui apparaît. Et historiquement, malgré tout, on les a respectés. Tu vois, au précédent cycle, tu as une divergence bear qui est apparue entre ici et ici. Donc, pour info, hein, le RSI, c'est le momentum en fait que vous allez avoir un petit peu dans votre marché. C'est le momentum d'achat quand vous le traduisez sur la price action. Et littéralement, quand vous faites un haut suivi d'un plus haut sur un RSI qui vous montre un haut suivi d'un plus bas, c'est-à-dire que votre momentum, il est quand même en train de s'essouffler. Il est en train de s'essouffler et historiquement, et tu le retrouves aussi d'ailleurs assez bien sur le S&P assez récemment, c'est que tu te retrouves maintenant du coup dans ce scénario-là. Quoi. On a fait notre plus haut que celui d'ici. Pourtant, on est toujours en haut time frame en train d'afficher des divergences bearish. Parce que tu le vois en 2 semaines, tu le vois en mensuel. En mensuel, non, mais en 2 semaines, tu le vois. Et tu vois aussi un autre truc qui est quand même qui va en fait en parallèle, si tu veux, c'est le stochastique RSI et qui a tendance à te montrer en fait les périodes où quand ton momentum il est dirigé à la baisse, ça veut dire que tu as aussi potentiellement encore un peu à aller chercher en fait. Tu n'as pas le momentum de ton côté, tu es sous divergence baissière. Donc est-ce que ça veut pas dire par contre qu'à court terme, sur du weekly par exemple, on peut se faire un rebond et se faire rejeter une troisième fois? Ah, c'est possible. Hein. C'est possible, mais c'est juste pour vous donner le contexte de la deuxième fois que tu fais ton retest et que tu passes sous divergence bearish, surtout qu'on est quand même à un stade où le cycle est assez bien engagé d'un certain point de vue, dans le sens où on avait vu par exemple un des premiers tops du cycle d'avant se faire en mars-mai. Avril-mai, pardon. Là, tu vois, on est peut-être un peu en train de reproduire ce genre de scénario, quoi. Même narratif. Donc, c'est pour ça que sur le gros print long terme, c'est pas le top, tu vois, ce que tu vois. Et tu as de moins en moins d'éléments qui peuvent un petit peu te rationaliser là-dessus. Pareil, ici, c'est décembre. Décembre, on avait fait une grosse bougie monthly super bearish, tu vois. Les bougies, tu peux essayer un petit peu de voir ce qu'elles ont tendance à te dire. Mais en monthly, ça, c'est une shooting star candle, tu vois. C'est typiquement une bougie que tu retrouves en fait en haut d'un rallye et qui signifie un retournement. Et la seule manière qu'on aurait pu un petit peu l'inverser, ça aurait été d'avoir une bougie ici plus bullish que la précédente, ce qu'on n'a pas eu. Ce qui fait que d'ici, tu as eu un mois qui il t'a montré un petit peu la couleur. Et là, si on était à clôturer dans ces niveaux-là, on appuierait encore aussi un petit peu sur ce portrait qui va se dépeindre. Quoi. Donc, un portrait quand même assez mitigé. Moi, j'exclus quand même, je le prends toujours niveau par niveau, mais je tiens juste à insister plutôt soyez conscient du risque qu'il y a sur la table plutôt. Et c'est pas le moment de jouer potentiellement les super-héros. C'est plutôt le moment de vous dire, voilà, si les choses vont pas dans mon sens, est-ce que je suis du bon côté du trade? De l'autre côté, si le marché reprend ses esprits,
c'est pas si grave que prévu, que voilà, c'était effectivement en fait ce qu'on voit de manière assez normale, c'est-à-dire juste un reset de sentiment autour d'un weekly cycle et on peut repartir. Le setup de trade, vous le retrouverez aussi assez rapidement, quoi. Et surtout Pour moi, que on est sur souvent, cette corde raide où c'est vraiment, mm, on est à cheval entre ok, c'est juste une correction tranquille ou et non, c'est l'invalidation, quoi. ouais. En fait, c'est soit on est toujours un peu dans, c'est toujours le cycle, enfin, les gens sont toujours dans les timings, ouais, bon, bah, on va peut-être aller faire un plus haut d'ici la fin de l'année, etc., etc. Soit on clôture vraiment le narratif des cycles de 4 ans et on entre en fait, dans le fait que tout n'est que macro, en fait, et qu'on soit rentré euh, dans le fait qu'il y a la récession, il y a les taxes, il y a l'inflation, il y a tel truc, et on se rendra compte qu'au final, les cryptos ne sont disons, qu'un vecteur de cette macroéconomie. Ouais. Clairement, hein, de toute façon, mais tu sais, un peu même à l'image de certaines classes d'actifs qui booment, en fait, comme on a pu le voir en 2021, notamment, je sais pas, les montres de collection, par exemple, tu vois, un petit peu l'art abstrait, ce genre de choses, Mm, ça a tendance à boomer quand il y a des excès d'épargne, des excès de liquidité, ce qui n'est pas notre cas actuel. clairement, Ce qui n'est pas notre cas absolument. actuel. Et une des justifications de pourquoi alors Bitcoin il a monté, c'est que Bitcoin il est devenu un actif macro, littéralement. Les Mm, ETF sont arrivés. Il y a même un narratif maintenant, comment dire, de réserve d'État qui commence à prendre place, puisqu'en réalité, malgré tout, aussi, c'est là que c'est important de le soulever, c'est qu'à long terme, il y a des implications qui sont massives. mm, Les États-Unis, absolument. maintenant, voilà, possèdent 1% de la supply et tout. Et c'est d'ajuster les attentes court terme des attentes long terme. Et ça, c'est un des trucs qui peut rect potentiellement aussi le plus de gens. C'est que si on n'est pas prêt pour ce que le court terme a à nous faire subir, comment tu veux bénéficier du long terme en fait correctement aussi, quoi. C'est ça, absolument. Et Johan qui demande, est-ce qu'on est en récession là maintenant? Non. Là, dans l'immédiat, non, c'est pas le cas. Par contre, il y a énormément de choses à regarder. Je pense par exemple au fait GDP. Alors j'ai déjà critiqué le fait GDP parce que en fait, ils ont disons que les derniers chiffres qu'ils ont montrés sur le fait GDP qui permet d'avoir en fait des estimations de la croissance du PIB. En fait, le problème des dernières, c'est que c'était très influencé par les tarifs et que les entreprises ont beaucoup anticipé leurs importations, etc., etc. Et ce qui fait que ça a fait plonger le GDP d'une manière assez nette. Et d'ailleurs, ils se sont exprimés ensuite en montrant. Alors, est-ce que je vais la voir dans mes signés? Je pense que oui. En montrant en fait que si on enlevait un petit peu ce côté je l'ai pas là. Mais si on enlevait un petit peu le bruit à cause des tarifs, etc., en fait, la, la perte de croissance est beaucoup moins grave, mais qu'elle est quand même là. Disons qu'au lieu d'avoir là les chiffres comme on les voit ici, entre 3,84 tac, sur les derniers, moins 2,4 pardon, sur le Fed GDP Now, en fait on est plutôt entre moins 0,4 et 0,4. Donc typiquement c'est ce qui montre qu'on a un ralentissement, mais quand on enlève le bruit, il est moins grave que ce que le Fed GDP nous signifiait. Donc c'est pour ça que on a des indicateurs qui peuvent nous montrer que c'est potentiellement un peu le bordel, mais pour le moment, on a des raisons très rationnelles de dire que ce n'est pas que c'est pas encore dramatique. Mais encore une fois, les données s'ajustent en temps et en heure, et il faut pas être borné en se disant que on est forcément boule, on est forcément bear, etc. Juste, il y a plein de choses à prendre en compte, et votre boulot en tant qu'investisseur, c'est essayer justement de vous tenir informé. Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais être investisseur, c'est un travail à temps complet au final. Et il y a vraiment beaucoup de choses à analyser de ce côté-là. Ouais, clairement. Surtout que je reviens un petit peu sur comment s'est déroulé ce cycle. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude un petit peu, je le disais un peu plus tôt, de voir des data macro pas top.
en termes de, en tout cas quand tu creuses un peu plus loin que ce que la Fed nous présentait, de voir des choses pas top, mais à défaut en fait le marché s'en contentait très bien. Et la problématique, moi du coup j'ai pas de problème en fait avec ça, je peux rider une trend haussière même si la macro se dégrade. Par contre, tu veux être avant, entre guillemets, que les autres le réalisent, en fait. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé entre il y a un mois et maintenant? C'est que le marché est en train de commencer à nous parler de ces problèmes dont je vous parlais volontairement sur Wen et Aigri aussi de son côté, avec certains points clés, du QE, notre QE, machin, on essayait de peser un petit peu le pour et le contre. Et c'est pour ça qu'on pensait encore que la fenêtre est éventuellement valide. C'est que les datas macro, on sait qu'elles sont pas bonnes. Moi, j'ai vraiment tendance à penser que on va aller en déflation. À la vitesse à laquelle Jérôme avance, on va y aller en fait. Le problème, c'est que si le marché le réalise avant que la timeline, par exemple, où j'attendais ma dernière leg haussière, forcément, il faut que je me réajuste. Forcément, il faut que je me réajuste. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux voir venir, si tu veux, depuis un moment, en fait, en macro. Mais il y a une inertie, il y a un temps, en fait, pour que les choses, elles se mettent en route. Et au début, les gens ne le voient pas. Mais si à un moment donné, tout le monde se retourne et dit, ah merde, c'est le risque. Et et je dis tout le monde, on parle beaucoup un peu des retail et tout. Mais il faut parler aussi surtout des gérants de fonds, de gens qui ont vraiment de la grosse monnaie et qui sont pareil aussi en train de se repositionner face à ce risque-là, quoi. Et d'ailleurs, il y a des trends aussi qui commencent à être un petit peu marqués. C'est que de plus en plus, il y a une fuite des institutionnels sur les ETF. C'est Casper qui soulignait ça il n'y a pas longtemps sur sur un cryptoscope. Et là, pour la première fois depuis le cycle, tu commences à avoir une trend où il y a des institutionnels qui sont en train de retirer un petit peu et de créer une tendance baissière en fait sur les inflows BTC. Tout ça, c'est des choses entre guillemets à ajuster et juste voilà en permanence de vous dire si les choses partent du mauvais côté, de ne pas vous retrouver devant le TGV qui va arriver à pleine balle, quoi. Absolument. Et du coup, j'ai retrouvé entre-temps, tac, ce que je voulais vous montrer sur le fait GDP. Les derniers chiffres donc montraient le 6 et le 7 mars 2,4, enfin moins 2,4, moins 1,6 en estimation de la croissance du produit intérieur brut. Et quand on enlève le bruit du fait qui est dû aux importations de gold, etc., etc., on se retrouve plutôt entre moins 0,4 et 0,4. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui doit nous alerter en disant ah mais même ajuster le truc c'est 0,5 moins 0,5 0,5 ça veut pas dire que c'est catastrophique parce que les prochains chiffres peuvent être 1 1,5 etc etc et le marché aussi peut se foutre de ce qu'on raconte là aujourd'hui messieurs dames, il faut en avoir conscience. Nous on a beau essayer d'être le plus droit possible, le plus juste possible dans ce qu'on raconte, si le marché décide de se foutre de tout ce qu'on raconte, des peurs de récession, etc., que Trump, par magie, arrête de foutre n'importe quoi et que les marchés se calment, bah dans ce cas, on reprend juste le scénario business as usual et on aura eu raison de rester à minima un peu positif parce on a toujours des choses qui sont positives et qui peuvent nous porter vers le haut. Moi, je sais que je regarde beaucoup le Global M2, les liquidités, etc. Mais il faut prendre en compte aussi les faits qui peuvent être négatifs pour nous. Et j'espère que cette émission, en tout cas, vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et comprendre un petit peu pourquoi on est vraiment dans une période de tension. Et c'est pour ça que j'étais très content de faire cette émission avec toi, Mos, parce que je pense qu'il y a vraiment une période de tension qui est en train de se matérialiser sur les marchés là dans l'immédiat. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que je pensais vraiment avoir un edge, si tu veux, parce qu'il m'a pas trop mal servi sur ce cycle ou avec les datas avancées, mais sans me rendre compte en fait en même temps que le marché arrivait aussi sur ces datas plus vite entre guillemets que je ne le pensais. Et maintenant, c'est à voir s'il s'auto-rassure, auquel cas, happy days. Et là, voilà, on manquera pas de remonter dans le train dès lors qu'on aura des confirmations. Moi-même, en vrai, j'ai toujours des bagues qui sont exposées, mais comme je te le disais, c'est vrai que j'ai absolument privilégié le flight to safety, déjà parce que tu as des discounts de fou sur des assets notamment comme ETH et tout, et celui-là je sais que je le reverrai par exemple à long terme, donc pas très inquiet là-dessus. Par contre pour les shitcoins, avec ce qui peut se passer entre les deux, forcément c'est un peu plus inquiétant. Je rebondis sur un commentaire que j'ai vu sur YouTube aussi. Je t'en prie. C'est Yanis qui nous dit ça fait pas de sens, si vous voulez nuque l'inflation, il n'enverrait pas des tarifs tous les jours. Et en fait, pour moi, Trump, son but, c'est pas de nuke l'inflation. L'inflation, elle va se nuke toute seule.
on l'a vu que les datas sont enclenchées. Et j'ai un take, moi, après, sur les tarifs en tant que tels, mais vis-à-vis du portrait éco, en fait, qu'on vous dresse, euh, pour moi, la demande, ça fait pas de doute qu'elle est en train de baisser. Tu le vois même sur les prix du pétrole, tu le vois de partout, dans les constructions, l'inventaire des maisons neuves qui reste sur les bras des mecs. Dans les Euh, datas des entreprises de compagnies aériennes aussi. C'est ah, bah, tu, c'est tu toujours m'en parleras intéressant. juste après, mais Ouais. en gros, pour moi, si tu fais pour rentrer en fait les tarifs sur une période où la demande est en train de s'éclater au sol, particulièrement parce que tu es en train de rentrer en fait de base limite en déflation et récession à côté, ça n'aura pas les mêmes effets que si tu as la chaîne de production qui est en flux tendu. Si les matériaux sont rares, machin, etc., ça va alimenter l'inflation, ça va. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est que tu as un réajustement de la demande qui est en train d'opérer et en même temps, il va y avoir peut-être, oui, des augmentations de prix qui vont opérer. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir peut-être beaucoup de particuliers et d'entreprises qui vont reporter leurs achats qui ne sont pas vitaux, nécessaires en fait. C'est une période où potentiellement ils vont adopter une posture de plus en plus défensive. Et après, c'est la chaîne de prix aussi où les prix vont se réajuster. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Mm. toujours à la fin offre-demande. Absolument. Donc attention avec les tarifs et la conclusion rapide, c'est-à-dire binaire ou directe, de tarif égale inflation. Il y a un contexte et le contexte est vraiment clé en fait dans la manière dont ils vont se présenter au marché, in my opinion. Complet. Complètement d'accord avec toi. Si jamais, messieurs, dames, il vous reste des dernières questions, ça fait déjà 1h20, le temps Moi passe j'en ai vite. une, c'était quoi le truc Dis-moi tout. de la compagnie aérienne là? Les compagnies aériennes, mais c'est un truc. Alors là, j'arriverai pas à te retrouver la donnée, elle doit être. J'ai dû me l'enregistrer quelque part, mais c'est qu'en gros, quand tu commences à voir les compagnies aériennes faire moins de business, moins de voyageurs, moins de revenus, en fait, ça te montre déjà que à partir de là, tu as une décroissance des gens qui voyagent, des gens qui vont dépenser de l'argent pour partir en voyage, etc. Et ça te donne déjà un premier signe. C'est un peu comme les voitures, les ventes de voitures, en fait. Ouais, ouais. Ça te donne déjà un petit edge pour te donner un petit peu la tendance générale du marché, enfin en tout cas du portefeuille des gens. Parce que quand les gens ont un peu plus d'argent et ils peuvent se permettre de voyager, tandis que quand les compagnies aériennes font des résultats qui sont moins bons, c'est tout de suite un petit peu annonciateur dans ce sens-là, un peu comme les ventes de voitures, etc. Également. Bah, c'est ça un peu le problème sur les marchés, c'est ton placement personnel et la perception du marché par rapport à ces choses, tu vois. Ça, c'est les indicateurs, les voitures, les trucs d'avion et tout, j'imagine qu'on peut voir en fait se faire depuis des mois. Et ça nous a pas empêché de hausser parce qu'au départ, tout le monde s'en fout. Mais à un moment donné, ces datas en Mm. fait deviennent réelles, te rattrapent. Et en fait, bah, si le marché il retourne son attention et là, tout à coup, ça lui importe, bah, c'est plus le même truc, tu vois. Ce qui nécessite à nous aussi, forcément, de réétudier nos scénarios en permanence, quoi, en Mm. fait. Je vous montre un article. Je suis juste allé chercher un article qui explique ce que je vous dis là. Là, c'est un article qui date du 11, donc il y a 2 jours, où en fait on voyait que à cause de l'incertitude économique, il y avait des avertissements sur les résultats, etc. Donc on a eu des pertes anticipées par rapport au reste du marché. Voilà, typiquement le genre de truc qui, en fait, quand c'est un indicateur et quand on les met tous bout à bout et que le marché est en boucle sur ça, bah, le marché commence à prendre peur. Il est en mode oh non, merde, c'est la catastrophe. Mm. Donc, c'est un peu, encore une fois, hein, c'est vraiment le sujet de l'émission, c'est vraiment qu'on est typiquement entre deux mondes. euh, et que maintenant, on attend un petit peu de voir des confirmations du bon côté ou du mauvais côté, j'ai envie de dire. Et ça, on continuera de le monitorer, bien évidemment. Toi, chez Wen, je n'en doute pas, et moi de mon côté aussi, et de mon camarade Jeff sur le Discord. Euh, la récession, elle vient des anticipations des ménages qui sont pas bonnes, c'est très psychologique, la consommation des ménages. Pour moi, à long terme, les tarifs, c'est inflationniste, mais à court terme, ça détruit juste la confiance des consos. Les tarifs, ce sera inflationniste. Peut-être, mais d'ailleurs, les tarifs, il faut se rendre compte que c'est même pas sûr qu'ils restent très longtemps, parce que si, disons que dès qu'il y aura des accords avec les pays concernés, les tarifs peuvent sauter. Là, pour le moment, il est plutôt en mode, bon, bah, on va faire la guerre commerciale, etc. Mais du coup, l'ancienne guerre des tarifs, c'était en 2018, où ça a commencé avec la Chine. Ça a pris, disons, quelques années avant de s'arrêter.
mais disons qu'ils peuvent ne pas rester et ça peut être enlevé le mois prochain, dans 3 mois, etc. Et surtout que pour se faire ressentir, il va falloir plusieurs mois. Et je crois que de tête, c'est à minima 9 mois. Donc ça colle avec pour l'année 2026. Mais d'ici là, je veux dire qu'on aura encore d'autres choses. Et si les US sont en déflation, un petit peu d'inflation, je pense que ça leur fera aussi un peu de bien. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Bah, en fait, le truc, il est là. C'est-à-dire, déjà, Trump, on sait que c'est un négociateur. Le mec, il va t'envoyer tout de suite la solution de force pour essayer d'obtenir ce qu'il veut de toi. Et il va te demander un truc de fou au début pour au final te demander un truc intermédiaire. Il va se contenter et après, il peut annuler ses trucs et il change d'avis. Il peut changer d'avis quand même assez vite. Mais pour imager un peu le truc, tu vois, ça, on en parlait, je crois que c'était dans le précédent épisode. Ça, c'est l'inventaire, par exemple, des maisons neuves par les constructeurs américains aujourd'hui qu'ils ont sur le bras, tu vois. Et tu as des niveaux, en fait, que tu n'as pas vu littéralement depuis 2008-2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, bah, déjà, tes particuliers, ils n'achètent pas de maison. Mais de l'autre côté, tes constructeurs de maisons, bah, forcément, quand ils ont tout ça sur le bras, ils vont ralentir leur permis de construire, ils vont ralentir tout ça, ils vont ralentir leurs demandes en particulier. Donc, dans cette période-là, tu te prends à 25%, par exemple, sur de l'acier, comme le truc là au Canada, bah, les répercussions dont tu parlais, Yanis, tu les vois pas forcément en fait. Tu les vois pas forcément parce que le gars qui vendait l'acier, oui, certes, tout ça, ça coûte plus cher, mais en même temps, s'il a moins de demandes, il va devoir aussi se réajuster de son côté par rapport il va réajuster son offre en fait par rapport à la demande, si tu veux. Donc, il ne sera pas forcément en mesure d'impacter plutôt tout de suite les tarifs, parce que si sa demande s'effondre, il va plutôt aussi devoir pendant un moment faire le dos rond, tanker et encaisser bah, le fait qu'il aura des marges plus faibles jusqu'à ce que la situation elle retrouve un accord, que ça s'améliore à nouveau, quoi. Mm. Donc c'est plus en ce sens-là, si tu veux, la déduction tarif égale inflation, elle va vraiment dépendre pour moi de ce contexte-là. Et ce contexte de l'économie ralentie, et pour moi, c'est pas que psychologique, hein. C'est vraiment là, aux États-Unis, c'est un système, on le voit, hein, la dette des particuliers, elle est en all-time high, ils sont en difficulté, il y a les datas du chômage qui vont commencer à exploser bientôt, ce qui va continuer d'alimenter un petit peu cet effet. Et ça, c'est des Mm. périodes, en réalité, les gars, on les a pas connues, ces périodes. Nous, je dis nous, parce que tu vois, je pense qu'autour d'ici, on est autour de la trentaine. La dernière fois, oui, c'était la crise de 2008. Moi, j'avais quoi, 14-15 ans. Donc, on n'a pas connu ces effets-là. Mais quand l'économie, elle part et qu'elle est vraiment en difficulté, ben, les particuliers, les entreprises réduisent leur consommation inutile, réduisent leurs attentes, réduisent leurs marges, le temps que la situation s'améliore à nouveau, quoi. Absolument. Absolument. Bien, écoutez, messieurs, dames, ça fait 1 heure et demie. Je pense qu'on a fait une très belle émission. De toute façon, je ne peux pas faire de mauvaises émissions quand j'ai mon ami Mo avec moi. Je vous remets bien évidemment ces liens pour aller le suivre, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant avec ses posts. Il y a des posts de manière régulière sur la macro. Donc si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Et bien évidemment, suivre Wen pour avoir plein de podcasts, d'émissions en tout genre avec des intervenants divers et variés pour vous régaler. Est-ce que tu veux terminer avec un mot de la fin, Mo? Eh ben, un grand merci hein, du coup pour ton invitation. J'espère qu'on réitérera et je te solliciterai aussi. Et d'ailleurs, chez Wen, très bientôt, il y a Joestar aussi qui passe avec Buty, donc les gars de Decrypted. Vous pouvez les voir chez nous et on vous salue bien amicalement, les gars. C'était un vrai plaisir pour le coup de refaire ce format. Je trouve ça intéressant qu'on a eu un petit peu parce qu'on s'est pas entendu en fait depuis l'épisode qu'on avait fait la semaine Mm, dernière et où on a eu aussi un petit peu ce réajustement en parallèle sans en parler en fait avant et absolument. on a l'air effectivement de s'entendre en tout cas sur cette chose-là. Et pour le coup, bon bah voilà, on manquera pas de vous tenir informé, que ce soit chez Decrypted, chez Wen, dans les différents formats. Sur ce, les gars, prenez quand même bien soin de vous, faites attention, et puis on se retrouve très très bientôt l'équipe. Et prenez soin de vous. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao ciao.